Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur My Senior Company. Alors, comme vous avez pu le constater, effectivement, ça fait pas mal de temps que je n'avais pas mis de vidéo en ligne sur la chaîne. Je vous prie de m'en excuser. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu la période des vacances, mais j'étais aussi pas mal occupé par ailleurs. Cette fois-ci, je reviens vers vous avec un nouvel épisode de la série sur les musées insolites. Et je vous propose d'aller à la découverte d'un musée, d'un tout petit musée installé à Paris, sur un musée qui traite des éclairages anciens. Alors c'était vraiment un musée qui est petit par la taille, mais vraiment très grand par l'intérêt qu'il porte, puisqu'il nous raconte toute l'histoire de l'éclairage, de la lampe à huile, la plus ancienne, jusqu'à l'éclairage électrique d'aujourd'hui. C'est véritablement un musée extraordinaire. Le cadre est très étonnant, le propriétaire est tout aussi étonnant et est un puits de connaissances sur tout ce qui concerne l'éclairage. C'est à la fois le propriétaire, le conservateur et le guide de ce musée et vous verrez, vous ne regretterez pas votre déplacement. Par ailleurs, je vous demande si ce type de reportage vous convient, si cela vous plaît. N'hésitez pas, vous validez par un pouce bleu, hein, c'est un peu la règle sur YouTube, vous validez par un pouce, et puis aussi j'attends vos commentaires, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, hein, tout est valable, sauf les insultes bien sûr. Par ailleurs, si vous avez vous-même des idées d'autres musées insolites à me proposer, ben, n'hésitez pas, on rentrera en contact et j'essaierai d'aller faire un tournage sur place. Et de la même façon que j'attends de vous aussi, si vous le souhaitez, de me proposer des rubriques pour cette chaîne. J'ai déjà un certain nombre de rubriques dans mon sac hein, que je vais vous proposer au fur et à mesure. Certaines vont arriver très très vite. Mais de votre part, vous pouvez aussi faire des propositions et on essaiera de voir comment on peut mettre ça en œuvre. Voilà, donc j'attends vos commentaires, j'attends votre pouce bleu et je vous souhaite un bon visionnage, une bonne visite et à très bientôt. De la place de la Concorde jusqu'à la rue Flatters, ce n'est qu'un enchaînement de boulevards, Saint-Germain, Raspail, Montparnasse et Port-Royal, pour aboutir enfin à notre musée miniature des éclairages anciens. Spécialisé dans la restauration des éclairages anciens, le musée est installé dans la boutique Atelier Lumière de l'Œil de M. Harat, rue Flatter, dans le 5e arrondissement de Paris. Passé la porte de cette boutique mystérieuse, nous découvrons partout autour de nous, sur les étagères, au plafond ou dans les vitrines, une multitude de luminaires à pétrole, à huile, à essence ou à gaz. Tous les styles et toutes les époques sont présentes, de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle. L'harmonie des formes et des couleurs qui exalte de cet endroit est assez étonnante. Je ne sais pas s'il est le fait du hasard ou bien plutôt de la personnalité remarquable et attachante de M. Harat, le propriétaire des lieux, mais une chose est certaine, c'est que l'atmosphère qui s'en dégage nous propulse dans une époque au charme révolu. Il y a 40 ans, après des études de chimie en Allemagne, le jeune Harat, arménien d'origine turque, s'installe en France. Très vite, de la chimie aux éclairages à combustion, le destin décidera pour lui d'une autre orientation.
J'étais en train de faire des études de chimie et après un DUG dépassé, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler vraiment tel que je suis fait. Je ne pouvais pas supporter une activité régulière, que ce soit dans l'industrie ou dans l'enseignement. Il me fallait quelque chose de plus autodéterminé, si vous voulez. Vraiment, ça existe dans tous les métiers, un artisan indépendant ou un travailleur indépendant, ça existe, et dans la chimie, non, ça n'existe pas dans la chimie. Donc il fallait que je cherche un petit peu, que je m'oriente vers différentes choses que je savais faire. Je savais faire la cuisine, la musique et la photo. Vous voyez le résultat, je suis tombé sur une lampe dans les encombrants, sur un trottoir. Et c'est cette lampe qui a décidé de mon avenir, puisqu'elle m'a éclairé pendant un mois et elle m'a rapporté des sous parce que j'ai eu la bonne idée de la présenter à un antiquaire. Voilà le déclic initial. Ça se passe fin 76, il y a plus de 40 ans. Comme souvent dans les petits musées, c'est le maître des lieux qui en assure l'animation. Et M. Hara ne déroge pas à la règle. 40 ans de recherche, de réparation, de restauration dans son atelier aux allures de bric-à-brac, pour faire renaître ces merveilles, en nous faisant partager sa passion pour une période bien précise qui démarre au XVIIIe siècle avec l'invention de la mèche plate. La période qui est surtout intéressante dans l'histoire de l'éclairage, c'est le siècle et demi que j'ai pris comme période de référence. À la fin du XVIIIe, grâce au progrès de la chimie, la lampe devient intelligente avec la première mèche plate de l'histoire. Pour allumer mes lampes, j'utilise une petite taupette. C'est une petite veilleuse dite provençale et elle représente le premier développement de l'éclairage à huile moderne avec la mèche plate. Alors là, je vais vous montrer, en prenant la flamme sur cette veilleuse provençale, je vais vous montrer une lampe la plus primitive qui soit, avec une mèche qui n'est pas structurée, donc qui n'est ni plate ni ronde. On a beaucoup utilisé ce genre de lampe dans les provinces en France et ailleurs pendant très très longtemps, encore jusque dans le 19e siècle, voire au-delà peut-être comme objet de souvenir. Un cadeau décoratif, etc. Mais c'est la lampe primitive des anciens temps. Pour vous montrer un exemple de lampe à mèche tubulaire, ce développement de la mèche tubulaire va arriver à la fin du XVIIIe, vers 1782. C'est la lampe dite quinquet. La mèche est tubulaire, elle est tissée sur un métier circulaire et il y a donc un courant d'air qui arrive au cœur de la flamme. Et en plus, elle est dotée d'une cheminée, un verre de lampe. Pour la première fois de l'histoire, où on utilise un verre de tirage pour aviver encore plus l'apport d'air qui va arriver à la flamme. Donc on appelle ça le bec à double courant d'air. Comme le gaz de combustion est canalisé, on pourra, pour la première fois de l'histoire, poser un abat-jour autour de la flamme. Comme la mèche n'est plus accessible directement avec un outil, on va devoir concevoir un mécanisme de réglage de la flamme.
Et pour éliminer l'excès d'ombre qui va tomber sur la table, on va éloigner le réservoir sur le côté. Le réservoir n'est plus sous la flamme, mais à côté de la flamme. Encore une lampe à mèche tubulaire, mais cette lampe a un système d'alimentation par ressort. Voilà le mécanisme à l'intérieur de cette lampe. Donc pour comprimer le ressort, il y a une clé. Et pour régler la hauteur de la mèche, il y a une deuxième clé. Et bien sûr, pour que la flamme ne soit pas trop éblouissante, il y a toujours le principe d'un abat-jour, d'un globe diffuseur. Donc là, c'est une lampe qui est dite à modérateur. Et elles étaient toujours munies d'un globe. Avec un musée consacré exclusivement aux éclairages anciens, je me pose la question de savoir ce qui attire tant les collectionneurs. Carburant-comburant, mèche plate ou mèche tubulaire, bec de gaz ou filament, c'est peut-être derrière ce mélange de chimie et de mécanique que se cache la réponse. Il y a deux aspects. D'une part, nous sommes en tant qu'êtres vivants attirés par la lumière, qui est quand même l'origine de toute matière organique et toute vie sur Terre, que ce soit les végétaux, les animaux et à plus forte raison l'homme, sont absolument dépendants de la lumière du soleil. Il y a bien sûr la photosynthèse, et puis après, il y a aussi le charme d'une flamme, d'une cheminée, d'une lampe qui fonctionne, etc. Donc il y a cet attrait qu'exerce la lumière. Puis après, il y a l'approche d'un collectionneur vers l'objet lampe. La lampe et l'horlogerie ont cela en commun, que ce sont des objets qui fonctionnent, qui ont un fonctionnement technique, autre qu'un bibelot, autre qu'un vase. Et le fonctionnement de la lampe attire beaucoup de collectionneurs. Donc c'est la technique de la lampe à huile, etc. Bien sûr, ça va intéresser les personnes qui non seulement vont accumuler des objets de l'Antiquité, etc., mais surtout de la période moderne où la lampe commence à avoir un fonctionnement mécanique au-delà de la simple montée de l'huile dans une mèche. Après les lampes à huile, une autre grande catégorie de lampes sont exposées dans le musée. Je veux parler des lampes à pétrole et à essence, toujours présentées avec la même précision par M. Harin. Je vais commencer avec une lampe américaine à mèche plate. Il faut savoir quand même que l'éclairage au pétrole a vu le jour là où on a découvert des puits de pétrole et on a développé la méthode de raffinage pour la fabrication de lubrifiants et de ce nouveau carburant pour l'éclairage qu'on a appelé le coal oil, l'ancêtre du pétrole brut. Et petit à petit, les lampes à mèche plate vont éclairer l'Amérique et puis l'Europe et la Chine. Une mèche plate enroulée pour donner une flamme tubulaire. Encore une belle lampe à mèche plate à flamme tubulaire.
le fameux bec Cosmos, bien connu des collectionneurs. Là, on a un modèle autrichien, viennois pour être précis, avec son globe en verre guilloché. Ici, vous avez une rareté absolue, avec un bec Cosmos avec sa flamme veilleuse. Donc on peut complètement baisser la flamme principale et reste allumé une flamme veilleuse. Et pour finir, une lampe à pétrole d'origine belge à mèche tubulaire, dont l'accès d'air principal se fait par le socle de la lampe. Et dont la publicité nous dit que quand la flamme est mal réglée, la lampe émet un bourdonnement. On va lui laisser le temps de se chauffer et on va entendre et on obtient la flamme optimale en baissant légèrement après le bourdonnement. En raison de sa grande souplesse d'utilisation, mais aussi et surtout grâce aux progrès effectués dans les techniques d'épuration, l'éclairage au gaz, dernier avatar des systèmes d'éclairage par combustion, nous fera entrer de plein pied dans l'ère moderne. À partir du moment où on va développer un système basé sur une matière première la plus performante, c'est la houille, et les procédés industriels de nettoyage, d'épuration, de lavage et de séchage du gaz, on va distribuer ce gaz sous le nom de gaz d'éclairage, voire précisément gaz de l'éclairage au 19e. Et puis les villes où des installations plus restreintes seront éclairées au gaz, comme des hôpitaux, des théâtres, des passages. Ça va donner les fameux passages parisiens avec toutes sortes d'activités qui peuvent se prolonger en soirée, les sorties en théâtre, à l'opéra en soirée, etc., etc. Donc ça va faire un des éléments incontournables de la ville lumière. Donc là, un petit assortiment des becs de gaz, la flamme plate qu'on appelle le bec papillon, qui reprend l'idée de la flamme plate déjà élaborée pour la lampe à huile, suivi par la flamme ronde tubulaire qui fait suite à la mèche tubulaire de la lampe argan, et le développement ultime de l'éclairage au gaz à la fin du 19e, c'est le bec à incandescence, le bec Auer, avec un manchon. Voilà ce que vous réserve le musée des éclairages anciens. Un émerveillement total au travers d'un véritable voyage dans le temps. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de musée insolite, voire baroque, c'est que la surprise est autant dans ce qui est exposé que par ceux-là même qui les exposent. Et pour le coup, M. Harra fait assurément partie de ces personnages qui nous font le mieux aimer et partager leur passion. Alors, je vais vous montrer l'exemple d'une lampe
en principe obsolète, mais qui a été encore breveté à la fin du 19e siècle avec un carburant totalement dépassé. C'est une lampe à huile qui a été conçue pour un usage moderne. Elle a été conçue pour lire au lit, chose qu'on ne faisait pas avant le 19e. Grâce à l'ingéniosité des hommes, c'est par une amusante pirouette que nous pouvons partager ces merveilles du musée des éclairages anciens. En effet, entre l'image que vous regardez et cette lampe de lecture, il n'y a que la transparence de la page lue pour la transformer en lanterne magique à l'origine de l'invention du cinéma et par la suite de la télévision.